Merci beaucoup Vincent pour cette introduction légèrement démesurée quand même. Mais merci beaucoup. Merci vraiment de m'avoir invitée. Alors c'est sûr que dans la vie quotidienne, j'épouse plutôt la chirurgie, mais Richard n'a pas voulu enlever obstétrique au titre qui m'a été incombé. Alors du coup, je vais aussi vous parler un peu d'obstétrique. Alors, le titre « Intelligence artificielle en gynécologie obstétrique », qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir ChatGPT. Je lui ai demandé un petit peu comment m'aider. Je lui ai dit que je devais faire un topo à des médecins gynécos, à des sages-femmes sur l'intelligence artificielle. Il m'a donné quelques conseils quand même, ne pas faire un cours informatique, pas une conférence futuriste non plus, et exposer en fait l'IA comme un outil clinique avec ses bénéfices et ses risques. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a rappelé que l'IA n'expliquait pas, ne raisonne pas cliniquement et seulement reconnaît des patterns. Bien sûr, je l'ai interrogé plusieurs fois parce que je me suis dit, il faut vraiment m'aider dans ce topo. Et puis, j'ai extrait quelques phrases qui me semblaient extrêmement pertinentes en introduction, qui me disaient que l'IA est qu'un mauvais modèle bien intégré était plus dangereux qu'un mauvais médecin visible, que quand même ça allait nous permettre d'obtenir un gain de temps réel et un bénéfice immédiat pour les équipes, que ça ne remplace pas l'expertise, et ça je pense que c'est une information qui est très importante, que ça constitue un outil d'aide à la décision, mais que ça ne décide jamais tout seul, parce que quand même il peut encore halluciner, et puis bien sûr la responsabilité médicale elle reste humaine. Donc les messages clés qui me demandaient de vous proposer, en tout cas de vous marteler, c'est qu'elle assiste et qu'elle ne décide pas, qu'elle est déjà là, qu'on le veuille ou non, clairement, que le danger, ce n'est pas l'IA, mais son mauvais usage, que les médecins et les sages-femmes doivent rester aux commandes et que se former en IA, c'est protéger les patientes et les soignants. Alors après, je me suis dit que j'allais être beaucoup plus sérieuse, et donc je suis allée sur PubMed, et on voit finalement qu'en 30 ans, les publications en termes d'IA ont explosé. Vous voyez, en 2019, on avait 882 résultats, et là, aujourd'hui, en 2026, on a plus de 3700 résultats et publications relatives à l'intelligence artificielle en gynéco et en obstétrique. Et puis, quand je suis allée encore un peu plus loin, pour être encore un peu plus sérieuse, j'ai trouvé cet article de 2025 qui est une analyse bibliométrique, donc qui mesure la production scientifique avec des chiffres. Et puis, on voit finalement que la France est en 8e position des pays qui publient en termes d'intelligence artificielle. Et lorsqu'on regarde plus précisément les mots qui ressortent dans les articles d'intelligence, relatifs à l'intelligence artificielle, on voit surtout le machine learning. Heureusement, en 3e position, il y a le mot femme qui ressort. J'en étais quand même contente. Le travail, l'accouchement, la grossesse. Donc je me suis dit que probablement c'était pour ça que Richard n'avait pas voulu enlever obstétrique dans mon topo. Et tout ce qui est pré-éclampsie, accouchement prématuré. Donc juste quand même, quand on parle d'IA, il y a une organisation structurelle autour de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle, c'est vraiment le fourre-tout dans lequel on peut mettre tous les modèles que l'on développe. Et puis l'intelligence artificielle, ça nous fait poser aussi de nombreuses questions, telles que la définition des besoins cliniques, l'automatisation, le partage de données, on y reviendra beaucoup, et des questions éthiques. Alors, globalement, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée des notions qui sont plutôt simples, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un système intelligent qui est capable de reproduire les capacités cognitives humaines chez les machines, dans lequel s'intègrent des modèles de machine learning, qui est un système qui est capable d'effectuer des tâches en apprenant et en s'améliorant à partir de données, dans lesquels aussi s'intègre le deep learning, qui est un système qui apprend depuis les données, en imitant la manière dont le cerveau humain pourrait le faire avec son réseau de neurones. Et tout cela, en fait, il faut bien comprendre que c'est possible grâce aux données qui explosent et qu'il va falloir centraliser, données que l'on va utiliser pour implémenter les machines. Alors j'ai dû faire un choix quand même pour vous parler d'IA en gynéco-obstétrique pour pas vous faire non plus un catalogue. Alors en obstétrique, j'ai choisi l'analyse du rythme cardiaque fœtal. J'ai choisi aussi le dépistage de la trisomie 21 en échographie. Et puis je vous parlerai de la colposcopie et quand même un peu plus de la chirurgie oncologique et de l'endométriose. Et puis en quoi l'IA peut changer, comment utiliser l'IA aujourd'hui lors de notre pratique quotidienne, lors de nos consultations. Alors concernant l'analyse du rythme cardiaque fœtal,
le problème que l'on se pose tous, c'est cette subjectivité humaine que l'on veut résoudre, bien sûr, pour prédire l'hypoxie fœtale ou l'encéphalopathie anoxo-ischémique. Là, je vous ai mis 5 publications qui sont relativement récentes, et les 4, quand même, nous disent que les données sont prometteuses, bien sûr, ça, personne n'allait dire le contraire, mais qu'aujourd'hui, on n'a pas de différence dans l'incidence des issues néonatales, que ce soit dans la prédiction de l'acidose néonatale, d'un pH au cordon inférieur à 7,20, d'un score d'Apgar inférieur à 7 à 5 minutes, du mode d'accouchement, de l'hospitalisation des nouveau-nés en unité de soins intensifs, de convulsions ou de la mortalité périnatale. Et ce qui ressort également dans la dernière revue de la littérature qui a été publiée cette année, enfin en 2025, des performances prometteuses, oui, mais finalement, on n'a pas de métrique consolidée. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à donner vraiment des chiffres en termes de précision, de sensibilité, de spécificité pour les applications de l'IA sur le rythme, l'interprétation du rythme cardiaque fœtal. Et cette revue de la littérature conclut finalement plutôt qualitativement plutôt que quantitativement. Donc, ce qui rend encore l'analyse en IA du rythme cardiaque fœtal ouvre en tout cas de belles perspectives, mais pour l'instant, on n'y est pas. Et puis là, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé cette vidéo où on voit que l'IA, on a une baseline normale, la variabilité est conservée, et puis après, on a une diminution de la variabilité, et là, l'IA détecte et requiert une analyse humaine. Donc, l'IA, elle voit, elle signale, et après, elle s'efface au profit du médecin. Sur une autre vidéo que je vous montre, eh bien, vous voyez, l'écran est scindé en deux. En haut, on a l'interprétation humaine. En bas, on a l'analyse IA qui est explicable. Et en une seconde, on comprend qu'on ne compare pas une machine à un médecin et on compare la constance à la variabilité. Donc, on a une lecture qui est progressive et le message, il est finalement volontairement flou aujourd'hui de l'IA dans le RCF. On a une interprétation qui peut être variable selon l'opérateur, des décélérations que l'on discute par rapport aux contractions. Vous me direz, il n'y a pas de tracé de contraction. Oui, c'est vrai. Et là où ça devient, si vous voulez, de haut niveau, c'est que sur un même tracé, on a une zone d'attention qui est surlignée. Donc, ce qui génère une explicabilité, mais là, ce qui va ensuite engendrer, de la part de l'IA, une alerte avec une analyse humaine qui est requise à ce moment-là. Ensuite, j'ai choisi de vous parler du dépistage de la trisomie 21, parce que le dépistage aujourd'hui de la T21, c'est actuellement basé sur la mesure de la clarté nucale, combinée aux marqueurs sériques maternels, voire au dépistage prénatal non invasif. Et il y a des études qui tentent d'améliorer ce dépistage afin d'éviter le recours à des examens invasifs, en analysant la valeur diagnostique de certains marqueurs morphologiques, en particulier au niveau de la face, et une équipe chinoise qui a montré que les angles faciaux et la ligne du profil facial étaient des marqueurs importants, mais qui pouvaient être influencés par l'expérience et la subjectivité du praticien échographiste. Et le modèle d'IA qu'ils ont développé, il a permis de localiser les régions discriminantes de la longueur de l'os nasal ou de l'espace préfrontal, ce qui a permis d'élaborer un algorithme pour dépister les fœtus porteurs de trisomie 21. Et ce modèle d'IA, on le voit, fait mieux finalement que le dépistage actuel qui est basé sur la clarté nucale et l'âge maternel également. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de colposcopie, parce que la colposcopie, c'est facile, on a des images, nos colposcopes sont de plus en plus performants, donc on peut extraire ces images. Là encore, les publications, alors elles sont moins importantes, mais vous voyez, elles explosent depuis ces 3-4 dernières années. Et je vous montre une étude chinoise qui a quand même colligé plus de 4500 données de colposcopie. Et vous voyez en fait le système détecté. Donc on lui donnait, c'est nous qui implémentons les algorithmes d'IA, des cols normaux, des cols présentant des néoplasies malpighiennes intraépithéliales de bas grade ou de haut grade ou de véritables cancers. À force d'avoir donné de nombreuses images colposcopiques, l'algorithme qui a été créé a permis ensuite d'émettre effectivement des hypothèses et de développer des modèles qui présentent une sensibilité et une spécificité qui sont excellentes, donc qui vont pouvoir peut-être montrer à terme l'anomalie directement aux colposcopistes.
Et là, je vous l'ai montré parce que c'est un système qui a été développé par des Coréens en 2020 qui intégrait votre smartphone au colposcope. Eh bien, le colposcope, grâce aux images, bien sûr, et le smartphone, grâce aux images que nous avions introduites dans le système, a permis à l'algorithme de montrer les anomalies en temps réel aux colposcopistes. Et vous voyez que l'évaluation humaine, elle était de l'ordre de 65% en termes de corrélation cyto-viro-colpo-histologique, alors que l'algorithme d'IA, on était à plus de 88%. Donc on avait vraiment un gain absolu de précision diagnostique en faveur de l'algorithme par rapport à l'évaluation humaine. Donc on a des systèmes qui sont sensibles en colposcopie, des algorithmes qui sont sensibles, spécifiques. En France, pour l'instant, on ne l'utilise pas et on se base toujours sur la charte de qualité en colposcopie de la Société française, je vous le rappelle. Alors ensuite, je voulais vous parler de l'IA et imagerie, parce qu'on sait que l'imagerie, c'est le véritable champ de jeu de l'intelligence artificielle. Et dans cette revue qui a été publiée cette année, cette revue narrative, elle fait le point sur les progrès récents de l'IA appliquée à l'imagerie et en particulier à l'IRM, en obstétrique et en gynéco. Cet article il va décrire comment les méthodes d'intelligence artificielle, du machine learning traditionnel que je vous ai montré au réseau profond, à la radiomique, qui est vraiment l'interprétation en IA d'imagerie médicale, ont été utilisées pour améliorer l'interprétation et la quantification des images IRM dans plusieurs contextes cliniques. Là, je vous montre les placenta accreta, le cancer de l'endomètre ou le cancer de l'ovaire. C'est-à-dire qu'à partir de l'image originelle IRM, et on intègre les algorithmes d'intelligence artificielle qui ont été développés, et le système va être capable d'améliorer le diagnostic d'accreta, de cancer de l'endomètre en termes de stade et de grade, mais également dans le cancer de l'ovaire par rapport à l'identification et au diagnostic de masse pelvienne suspecte. Le tout, c'est quand même que tous ces algorithmes sont développés avec l'aide de l'humain, bien sûr, grâce à l'humain, en fait, pour obtenir une médecine personnalisée en imagerie obstétricale et gynécologique. Reste quand même beaucoup de défis, qui restent la taille des jeux de données, la standardisation des protocoles et la validation multicentrique plus robuste, parce que l'algorithme ne va pouvoir analyser que des IRM qui ont été faites selon le même protocole, selon les mêmes injections, avec les mêmes séquences. Donc ça rend les choses aujourd'hui assez difficiles. Pour illustrer mon propos, je vous montre une étude que nous avons publiée l'année dernière sur un système d'intelligence artificielle dans la prise en charge des patientes atteintes de cancer de l'endomètre. On est parti d'une problématique clinique, parce que c'est toujours ce qui génère finalement le développement de l'algorithme en IA, c'est que souvent l'IRM et la biopsie d'endomètre sous-estiment ou surestiment le stade et le grade du cancer. Et donc, j'ai pris à peu près, il y avait les 20 dernières années cancer de l'endomètre au CHU de Haute-Pierre. J'en ai pu garder à peu près 178, ce qui a déjà été un vrai challenge, parce que les protocoles IRM qui étaient faits en ville, en public, même intramuros, dans une même structure, étaient très différents. Donc, je ne pouvais pas implémenter le système avec des IRM qui avaient des séquences différentes. Et on a montré dans cette étude que la précision du modèle de deep learning que nous avons développé était supérieure à celle de l'évaluation humaine pour la détection de l'invasion myométriale, mais pas, par exemple, pour l'atteinte du stroma cervical. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'approche entièrement automatisée des segmentations, parce que jusque-là, c'est quelqu'un qui annote sur un ordinateur, dans un logiciel, chaque contour utérin, chaque contour de tumeur. Donc ça reste très fastidieux, même pour 178 IRM. Et donc ça, c'est par contre une évolution une approche qui est très prometteuse et qu'on essaye de développer actuellement. Mais suite à toutes ces publications sur l'IRM et l'IA, la Société française de radiologie, elle s'est quand même prononcée en disant qu'aucun cas d'IA ne fournit seul une conclusion ou une interprétation d'un examen d'imagerie, et elle peut seulement être utilisée pour dépister ou compter des images qui seront in fine toujours analysées par un radiologue.
Je vous parle également de l'IRM et de l'écho dans l'endométriose. On sait que le niveau de connaissance, d'expertise en IRM, en écho, il est actuellement insuffisant, aussi bien d'un point de vue radiologique que d'un point de vue gynécologique. Et l'intérêt que l'on trouve dans le développement de l'intelligence artificielle en endométriose réside dans l'amélioration du diagnostic pour permettre de réduire cette errance diagnostique que l'on connaît tous, améliorer l'expertise, ça c'est quelque chose qui nous anime tous, notamment dans les situations complexes où une chirurgie doit être envisagée. Ça permet aussi de développer des outils non invasifs avec une moindre dépendance à la laparoscopie diagnostique. On a déjà fait un grand pas vers la désescalade thérapeutique en endométriose. Des solutions extensibles avec un accès élargi à une expertise spécialisée et surtout une aide à la décision clinique avec un triage et une orientation assistée par l'intelligence artificielle. Et dans cette revue de la littérature, on voit que la fiabilité des algorithmes d'IA pour le diagnostic d'endométriose en IRM était également très bon en termes de sensibilité et de spécificité. Là, je vous montre un modèle que nous avons développé à Strasbourg. Alors maintenant, on va parler que de la chirurgie. Je vous le dis quand même. Donc en chirurgie, vraiment, l'organe le plus lésé dans nos interventions, c'est l'urtère. Donc on a commencé sur modèle porcin à partir d'images scanographiques à l'IHU et à l'IRCAD. On a finalement segmenté les urtères à partir de scanners préopératoires. On a développé un algorithme pour pouvoir réinjecter les images en temps réel. Donc là, on est à la frontière intelligence artificielle réalité augmentée en chirurgie péropératoire. Et on voit que, là, vous le voyez sur le modèle porcin, l'urtère est parfaitement superposé à l'image réelle célioscopique. Et tout cela, ça a un but, c'est l'optimisation de la chirurgie avec une meilleure localisation de l'urtère distale quand même, dans 17% des cas, cette urtère est lésée lors de nos interventions chirurgicales. Une deuxième étude que nous avons menée également à Strasbourg, c'est un développement d'un modèle virtuel pour l'endométriose profonde. Donc on a commencé d'abord par un case report. Donc pour cela, on s'est associé avec la start-up Visible Patient. Et à partir d'IRM préopératoire, on a segmenté, alors d'abord de façon manuelle, puis de façon automatique, l'ensemble des structures qui peuvent être atteintes dans une endométriose pelvienne, on les connaît, la vessie, l'utérus, les ovaires, le rectum, le sigmoïde, et de ces segmentations, on a créé ce modèle d'assistance chirurgicale, et vous voyez la superposition pendant l'intervention. Alors on n'a pas superposé les os, mais on peut afficher en temps réel ces images pour nous permettre finalement d'améliorer notre compréhension anatomique, d'anticiper les risques et faciliter la stratégie chirurgicale, parce qu'on savait grâce au modèle préopératoire s'il existait une invasion par exemple chirurgicale, une invasion vésicale, une invasion urétérale, ce qui va nous permettre de sécuriser notre geste opératoire et de diminuer, on l'espère, les complications. Et ça reste vraiment aussi un outil pédagogique. Comme ça, on peut montrer aux patientes, elles vont mieux comprendre leur pathologie, mieux comprendre la chirurgie qu'elles vont subir. Et la communication entre les soignants et les patientes va être vraiment très améliorée. On est allé plus loin après ce premier case report. On a voulu modéliser en 3D, à l'aide de la plateforme Visible Patient, qui est certifiée CE, modéliser des IRM pelviennes d'endométriose, de patientes atteintes d'endométriose, et chaque structure anatomique était identifiée coupe par coupe, à l'aide d'outils manuels ou semi-automatiques, et on a attribué une couleur distincte. Et une fois la segmentation que nous avons fait encore de façon manuelle et très fastidieuse, pour chaque structure, on appliquait un outil de maillage pour transformer cette segmentation 2D en 3D. Et on voit que une fois la segmentation 2D terminée, pour chaque structure, on va permettre de l'afficher. C'est où ça marche ? Oui, de l'afficher en modèle 3D, et après nous allons pouvoir réinjecter cette image en péropératoire, mais ça c'est le prochain temps. Mais suite à cette modélisation 3D, nous avons réalisé 2 cas prospectifs, un à Strasbourg et un à Colmar. Et on voit bien là la superposition du modèle 3D qui avait été fait en préopératoire avec le modèle péropératoire. Et tout ceci nous a permis d'obtenir une meilleure planification chirurgicale, une préparation opératoire qui était facilitée, puisque quand on est moins surpris, on est quand même plus à l'aise au bloc. On a
ça nous a aussi permis d'identifier, alors des fois on n'y est pas encore, mais on identifie quelques limites péropératoires en termes de mobilité, en termes d'adhérence, en termes de profondeur des lésions, et ça améliore clairement la communication que l'on peut avoir avec nos patientes en pré-, per- et post-opératoire. Pour aller plus loin, il a été développé en chirurgie digestive à l'IHU et à l'IRCAD, ce que l'on appelle la vision par ordinateur. C'est une branche de l'IA qui va être utilisée pour développer des outils qui sont capables d'assister en fait les chirurgiens, parce qu'on sait que les défaillances de la performance humaine sont identifiées dans plus de la moitié des événements indésirables qui surviennent au bloc opératoire, et le plus souvent c'est lié à des erreurs cognitives lors des exécutions de soins. Donc là vous voyez c'est une cholécystectomie que je vous montre en vidéo, et on voit finalement que le système va montrer à l'opérateur en temps réel le triangle de Callot avec l'artère cystique et la vésicule, et on sait que ce sont des structures cibles qui peuvent être lésées et dont les conséquences peuvent être importantes. Et bien sur ce même modèle, nous sommes en train de développer avec notre équipe, celle de Gemelli à Rome et l'IHU de Strasbourg, un protocole qui s'appelle LISE pour la détection en fait du ganglion sentinelle dans les cancers de l'endomètre ou dans les cancers du col de l'utérus. Et on est en train de développer ce que l'on appelle une CVS, c'est une Critical View of Safety, pour en fait identifier les structures anatomiques cibles dans lesquelles va se trouver le ganglion sentinelle, mais ce sont des structures anatomiques qui risquent d'être lésées. Tout le pédicule iliaque externe, le nerf obturateur, l'artère ombilicale, l'urtère, l'artère hypogastrique. Eh bien, on pense que c'est le système que nous sommes en train de développer est bien sûr moins invasif et plus efficace qu'un modèle standard, et tout ceci dans un but de réduire les complications per- et post-opératoires, réduire aussi le taux de ganglions sentinelles non contributifs, c'est les nœuds vides, on enlève des ganglions, mais en fait, il n'y a pas de ganglions dedans, et aussi outils pédagogiques, je ne vous en ai pas encore parlé, j'ai parlé de communication, j'ai parlé de planification chirurgicale, mais outils pédagogiques pour accompagner les courbes d'apprentissage des chirurgiens. On parle aussi, un des principaux enjeux dans l'IA, c'est ce qu'on appelle le Large Language Models. Eh bien, c'est ChatGPT. Donc ChatGPT, vous voyez, dans cette étude qui était sur l'endométriose, basée sur le principe qu'un des principaux enjeux de l'endométriose, c'était le retard diagnostique, eh bien l'apport potentiel de l'IA peut être envisagé selon différents points de vue. Et tout d'abord, ce Large Language Models, tel que Chat, qui pourrait permettre de faciliter l'accès à la connaissance sur l'endométriose pour les patientes qui n'osent parfois pas consulter, mais également pour les professionnels de santé qui peuvent parfois banaliser certains symptômes. Donc cette étude que je vous montre a permis de nous dire que ChatGPT, en fait, il était capable de répondre de façon appropriée à 91% des questions sur l'endométriose, même si seulement 67% étaient basés sur les recommandations de la Société européenne de reproduction. Endométriose, mais aussi chirurgie oncologique. Et on voit que ChatGPT a montré dans une étude une exactitude de 59% dans ses réponses, dont 64% comportaient des explications complètes. Donc c'est quand même très satisfaisant. Et ChatGPT répond de manière fiable aux questions concernant la prévention du cancer du col, la survie après cancer et sur la qualité de vie. Et une dernière étude a montré qu'au total, 46,3% des résumés rédigés par Chat ont été détectés par les relecteurs, donc plus de 50% n'ont pas été détectés par l'humain, et que le taux d'identification correcte, bien sûr, augmentait avec l'expérience des relecteurs et celle en matière de publication. Donc Chat nous aide aussi dans notre vie de tous les jours. Alors en chirurgie, voilà ce qu'on aimerait avoir un jour, bien sûr, c'est les salles opératoires hybrides dans lesquelles on peut avoir un scanner pour permettre d'obtenir une modélisation 3D en temps réel de la patiente. Puis après, on aimerait, après ce scanner, réaliser une IRM qui va nous permettre d'identifier des structures plus fines, telles que toutes les ramifications nerveuses que l'on ne voit pas forcément de façon très correcte sur le scanner.
Et ces deux modélisations rassemblées, on fait une fusion de toutes ces images avec un scanner Zygo en temps réel que vous pouvez voir là sur un modèle porcin, qui va ensuite nous permettre d'afficher l'ensemble des structures cibles. Et là, vous voyez un modèle hépatique dans lequel on voit toute la vascularisation et donc les zones qui peuvent être à risque lors de dissection. Alors c'est super tout ça. Il y a quand même quelques angles morts. Il y a l'effet boîte noire, ce qu'on appelle l'effet black box. C'est en fait en obstétrique, on ne va pas pouvoir, vous n'allez pas accepter qu'une IA dise césarienne immédiate, d'accord ? Sans expliquer en tout cas pourquoi. Et l'explicabilité aujourd'hui, c'est le frein majeur. Il y a la responsabilité médico-légale, je vous en parlais en préambule. Que si l'IA ne détecte pas la malphocardiaque, la T21, et que l'échographiste la rate aussi, qui est responsable ? Pour l'instant, c'est le médecin, bien sûr. Et l'IA n'est qu'un outil d'aide. Et il y a aussi ce biais de données. Est-ce que vous pensez qu'une IA qui est entraînée sur des données chinoises ou américaines, parce que c'est quand même les deux pays qui publient le plus et qui ont le plus avancé en termes d'IA, est-ce qu'elle sera performante sur la population de Colmar ? Moi, je ne crois pas. C'est pour ça qu'on doit se battre aujourd'hui pour la centralisation des données, pour la collaboration des données entre les différentes sociétés savantes, la connexion entre les centres, la création d'une puissance statistique bien plus qu'une institution isolée. Tout cela dans ce concept d'intelligence collective pour aboutir à un réseau fédéré, national déjà ce serait bien, voire international, et pour aboutir à ce partage de données structurées et anonymisées. Et enfin, pour terminer, si j'ai encore un peu de temps, quelle va être l'aide de l'IA aujourd'hui dans votre activité quotidienne ? Je vais vous la proposer. En tout cas, moi, grâce à Victor, ça m'a changé la vie. Avant l'IA, les dossiers étaient longs, non hiérarchisés. Je recherchais en permanence des informations. Je perdais un temps fou en consultation. Je faisais les courriers souvent quelques semaines après. Souvent trop tard, la patiente avait déjà été opérée. Et ça génère une fatigue cognitive, ça on le connaît tous. Depuis l'utilisation de l'IA, on arrive à synthétiser le dossier en amont, les points clés sont immédiatement visibles, le temps médical est clairement optimisé, les courriers sont générés en temps réel et du coup, notre charge mentale, elle est quand même réduite. Donc le soin est le même, ce qui change sont juste les conditions dans lesquelles on soigne. L'IA, elle n'est pas dans la consultation, elle est avant et après, et elle ne décide rien, elle rend juste lisible ce que nous avons décidé. Voilà l'IA, l'utilisation de l'IA que nous avons aujourd'hui dans nos consultations de suivi de grossesse, de chirurgie, peu importe. Je vous ai mis un exemple pour vous convaincre quand même de ça. Donc ça, c'est Victor qui m'avait donné effectivement tous ces trucs et astuces, et j'ai fait la même chose. Donc vous voyez, vous lui dites simplement, je veux mettre en gras le motif de consultation, garder les antécédents. En plus, c'est bien, on peut faire plein de fautes de frappe et d'orthographe, il s'en fiche. D'étirer pour chaque examen des phrases pour l'histoire de la maladie, mettre une conclusion, faire une proposition thérapeutique. Et je lui dis, bien sûr, tu retiens cette consigne pour tous les dossiers. Il me répond en plus, il me dit, super, j'applique cette structure à tous les courriers. Donc c'est hyper facile. Vous partez de Diam ou d'Excar, votre observation, vous faites un copier-coller, vous allez sur chat, anonymisé bien sûr, vous ne mettez pas les noms des patientes, juste l'observation que vous avez faite. Vous faites un copier-coller, vous générez votre doc lié, et puis votre collaboratrice ou votre collaborateur va pouvoir juste rajouter le nom des correspondants et les formules de politesse. Là, je vous ai mis un exemple de Diam. On n'identifie pas du tout la patiente. J'ai écrit avec plein de fautes d'orthographe, un peu un genre dyslexique. ChatGPT, en 30 secondes, m'a généré un courrier qui est parfaitement lisible et qui est cohérent avec ce que je viens de lui demander. Et puis, en bonus, il me dit que mon courrier, il est maintenant lisible, cohérent médicalement, défendable et conforme à une pratique senior hospitalo-universitaire. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais en tout cas, je me dis que c'était pas si mal ce que je lui avais demandé. Et alors, ça, c'est le temps courrier. Mais souvent, on se pose des questions, enfin en tout cas moi ça m'arrive souvent de me poser des questions. Ah oui, j'avais entendu optimisette méningiome, je me rappelle plus, je vais pas spolier le topo de monsieur Gabriel après, mais si on n'a pas eu la chance de l'écouter aujourd'hui à Colmar, eh bien il y a Open Evidence, c'est gratuit, il suffit juste de s'inscrire avec une photo d'une carte CPS ou d'un badge. Et vous voyez, je vous ai fait le test hier. Je lui ai demandé optimisette et céphalée, puisque la patiente dont je vous ai montré le courrier, elle avait des céphalées sous optimisette, et je voulais lui donner quelque chose de rapide et de cohérent, et ça fait un résumé, c'est quelques lignes, ça se lit très vite, et on voit le risque de méningiome qui est très faible et qu'on peut continuer. Donc vraiment, et il nous met en plus des références et des références qui sont bonnes.
Donc ça, c'est avant, pendant, après la consulte. 3 minutes, vous êtes en train de marcher, vous êtes devant la patiente, vous pouvez même l'ouvrir. Et le résumé qu'il vous fait est très précis et ça part pas dans tous les sens et surtout, c'est sérieux. Et puis alors, ceux qui ont... on est passé à Doctolib pour certains cabinets, même un peu au CHU, je dois l'avouer. Ça, on essaye de le rendre bien, mais c'est encore un peu dur. Mais il y a quand même Doctolib Pro qui... je vous ai surligné quelques phrases qui m'ont interpellée. Un clic, fidèlement, validation ultime du soignant, réduction de la charge mentale, ce qui nous anime tous. Et finalement, le plaisir retrouvé de pouvoir se concentrer pleinement sur l'échange avec le patient, ça c'est quand même génial. Donc je me dis que, bon, une fois qu'on aura des rendez-vous qui sont bien générés par Doctolib, je pense qu'on pourra commencer peut-être à avoir Doctolib Pro pour retrouver ce plaisir de l'échange. Voilà, donc en conclusion, l'IA, elle n'analyse pas seulement les données, elle transforme la manière dont nous les collectons et nous les interprétons. Elle convertit ce flux massif d'informations cliniques en connaissances structures exploitables. Et notre rôle à nous, c'est de fournir de la précision, le contexte et surtout l'expertise clinique. Le but, c'est d'apprendre au-delà de l'intuition humaine. Ça permet d'accéder à un niveau d'analyse et de compréhension qui est autrement inaccessible, clairement, mais cela nécessite une centralisation rigoureuse des données pour créer une véritable puissance statistique. Voilà, je vous remercie et je vous invite aussi aux 26e journée du CGOA. Le bracelet est pour toi, franchement, Lise. Voilà, c'est ça, en fait, de la nouveauté, partage, en fait, des petits trucs, des secrets qui lui ont été donnés par Victor qui est là aussi, donc c'est le passage à connaissance. Richard, tu vois, c'est tout ça, c'est vraiment merveilleux. C'est le moment des questions. Alors, 150 € par praticien et par mois, c'est quand même intéressant. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a des petits concurrents, mais pas beaucoup. On devrait, nous, les médecins, fabriquer quand même l'équivalent de Doctolib. On saurait faire, je suis persuadé, quoi. Franchement, des entrepreneurs dans le médical là, qui seraient prêts à se lancer, c'est étonnant que ça n'existe pas, quoi. Voilà, Mulhouse qui te pose la question. Il dirige la grande maison de Mulhouse, donc c'est quand même pas rien, quoi. Donc, voilà, après ou avant. Oui, bonjour. D'abord, félicitations. Le sujet était intéressant, super bien fait et très incitant à utiliser l'intelligence artificielle dans tous nos domaines. Je voulais juste faire un petit commentaire et que tout ce que dit ChatGPT, c'est pas vrai. Il faut vraiment connaître les sujets. Et la semaine prochaine, je crois que le 12, on a un retexte avec les groupes de CPDP et sur un cas, justement, où ChatGPT il nous a raconté des histoires, il nous a même créé une bibliographie et qu'on a dû chercher la bibliographie était fausse. Ouais. Donc, effectivement, c'est un excellent outil, mais il faut quand même une base, il faut connaître les sujets, et quel que soit d'ailleurs, il faut les connaître bien, et effectivement, on utilise, nous, à Mulhouse, depuis un certain temps, l'intelligence artificielle dans tous les domaines. On est très, très contents, mais plus on est content, plus on est aussi méfiant des résultats qu'ils nous donnent, parce qu'on a trouvé quand même des failles dans les systèmes. Ah, mais il y a plein de failles dans ce système. Et c'est bien pour ça que le plus dangereux dans l'IA, c'est de ne pas savoir l'utiliser ou de le croire à 100%. Reste sous-entendu vraiment à cette IA, c'est l'expertise humaine. Ne pas relire un courrier, ne pas relire une référence. Moi, quand je lui ai demandé des références pour le topo d'aujourd'hui, il m'a sorti des références sur le cerclage. Donc il faut aller voir, il ne faut pas croire à 100%, et j'espère vous avoir convaincu qu'il ne faut pas croire l'IA à 100%, il faut toujours relire, toujours implémenter. Mais là, la différence avec Open Evidence, c'est qu'Open Evidence, c'est plus sûr, c'est plus sûr en termes de référence, vraiment. Tout à fait, ça c'est vrai. Et c'est le côté très pratique et très résumé. Vous êtes en train de voir la patiente, vous ne vous rappelez pas, risque de méningiome, optimisette, bon bah voilà. C'est le côté facile. Et puis dans le domaine de l'échographie obstétricale, des dépistages, même des diagnostics, c'est aussi un excellent outil de sécurité. Parce que le grand problème que nous avons les échographistes, c'est parfois les examens sont un petit peu longs et on oublie ce qu'on a déjà fait ou ce qu'on n'a pas fait. Et on pense qu'on l'a déjà vu. Et donc c'est notre cauchemar de ne pas oublier un item qui est pourtant obligatoire, qui est tellement facile à voir, et que parce que le téléphone a sonné, parce qu'on a été interrompu, on a pu se concentrer complètement. Donc les outils d'IA sont excellents pour payer à ce système-là.
Et merci encore une fois pour ces super topos. Nicolas. Bravo Lise pour ce topo très intéressant et puis pour tous tes travaux. Non, je vais juste faire un petit commentaire sur le RCF parce qu'en fait c'est quand même la grosse déception. Non mais c'est la grosse. T'as compris. Très déçu. C'est qu'en fait on attend énormément de l'IA là-dessus et en fait ça ne vient pas et je me suis beaucoup posé la question de pourquoi finalement ça ne fonctionnait pas mieux. C'est un commentaire, je crois qu'il y a plusieurs choses par rapport à l'imagerie où on va la nourrir d'images et lui dire voilà c'est ça la réponse. Là on n'a pas vraiment de réponse à lui opposer. C'est que par exemple, on a fait une césarienne parce que le tracé nous inquiétait, le pH est à 7,10, bon, ouais, alors ça veut dire qu'il fallait pas. Enfin, donc on n'a pas l'outcome, on n'a pas le critère du jugement. Il y a aussi le fait que c'est une analyse qui est en continu et du coup tu as montré, c'était intéressant, là, tes exemples. Qu'est-ce qu'on attend de l'IA de nous dire « Ah là, c'est stop, il faut faire quelque chose maintenant ». Bon, bref. Et le plus important, il me semble, c'est qu'en réalité, au-delà de la question de subjectivité d'analyse, est-ce qu'il y a dans le RCF l'information du bien-être fœtal, de l'état fœtal ? En réalité, tu sais, il y a jusqu'à présent aucune étude qui a montré l'intérêt du RCF en continu versus discontinu stéthoscope de Pinard, qu'une grosse étude a évalué une analyse du RCF de façon objective, informatisée, et n'a pas montré non plus l'intérêt. Et en fait, le RCF, c'est que partiel en réalité, et il y a d'autres choses qui expliquent l'état fœtal, et ces choses-là, en fait, malheureusement, on ne les connaît pas. Et en tout cas, dans les modèles, je pense que il est question de ne pas utiliser seulement le RCF, mais d'autres paramètres, l'âge de la patiente, l'âge gestationnel, est-ce qu'il y a un diabète, quel est le poids supposé. Mais c'est vrai qu'on en attendait beaucoup là-dessus, et malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, peut-être pour ceux qui sont heureux de continuer à analyser le tracé, eh bien, c'est pas encore pour aujourd'hui. Bravo en tout cas pour tous ces travaux. On sent, Nicolas, que tu t'investis dans le rythme cardiaque fœtal, ça fait plaisir, quoi, en fait. Coup de publicité, maintenant. Allez. Coup de publicité, il y a un webinar du Collège des gynécos ce mardi à 19h, il me semble, et je vous y invite, enfin, il faut quand même vous payer, je pense, mais non, c'est gratuit, je sais pas, enfin bref, en tout cas, je vous invite à vous connecter, et donc c'est 1 heure sur justement cette thématique de IA en gynéco et en obstétrique, avec docteur Netter pour la partie gynéco et moi pour la partie obstétrique. Lise, merci beaucoup. Toi qui fais tellement de chirurgie, bravo, franchement.